Catch me out on Ocean Drive with her. Hey, catch me in the whip, ride with her. Hey, sipping something. Qui se trouve à l'est de l'Afrique, qui est une dictature, une bonne dictature. C'est un pays dont on parle très très peu. Donc ça aussi, c'est un pays dont on parle très peu. Surnommé la Corée du Nord de l'Afrique, parce qu'en fait, très peu d'informations en sortent. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais j'aime pas trop cette appellation, parce que chacun ses problématiques, chaque dictature, etc. Et qu'il y a quand même le besoin, du coup, même si la Corée c'est un pays asiatique, un petit regain de blanchité, et je suis pas très fan de ça. Mais voilà, c'est un pays où environ, jusque dans la fin des années 2010, on estimait qu'il y avait entre 2000 et 5000 Érythréens qui fuyaient le pays par mois. Par mois. Donc voilà, on va parler un peu de ce pays dont personne ne parle, et vous allez découvrir avec moi. L'Érythrée est un pays de la Corne de l'Afrique entre l'Éthiopie, le Soudan, Djibouti et la mer Rouge. Sa capitale s'appelle Asmara. L'Érythrée n'est indépendante que depuis 1993. Avant, c'était une région de l'Éthiopie. Aujourd'hui, certains appellent ce pays la Corée du Nord de l'Afrique. Pourquoi cette réputation? À cause d'un homme et de son régime, le président Isaias Afewerki. Pendant 30 ans, cet homme s'est battu pour l'indépendance de l'Érythrée contre l'Éthiopie. C'était un héros, mais depuis qu'il est au pouvoir, c'est un dictateur. L'armée contrôle tout. Le président considère que son pays est en guerre permanente. Il refuse l'aide internationale. L'Érythrée est en ruine. La capitale subit des coupures de courant tous les jours. Alors attention, cette vidéo, attendez, elle date d'il y a 8 ans. D'il y a 8 ans. Donc le pays n'est plus en guerre, ok? L'Érythrée n'est plus en guerre. L'Érythrée et l'Éthiopie ont signé un accord de paix en 2018. Et d'ailleurs, le président éthiopien a eu le prix Nobel de la paix. On fera une tier list des prix Nobel claqués au sol. Donc le pays n'est plus en guerre depuis 2018. Et maintenant, Isaias Afewerki, il est poteau comme ça avec son poteau éthiopien. Et ça fait des crimes de guerre à tout va dans la zone du Tigré. Donc, nous en avons parlé du Tigré, le génocide qui a lieu dans la région du Tigré, qui est une région frontalière avec l'Éthiopie et l'Érythrée. Sur le site du ministère français des Affaires étrangères, il est fortement déconseillé d'aller en Érythrée. La population vit très mal. Les 6 millions d'habitants sont très pauvres. Dans le classement du développement humain de l'ONU, l'Érythrée est 182e sur 187. Très pauvre et pas libre. Les partis politiques sont interdits, la presse est muselée, les prisons sont surpeuplées, il y a de la torture. Le service militaire est obligatoire dès 18 ans pour les hommes et pour les femmes. Il peut durer jusqu'à 40 ans. Dès lors, on comprend que les habitants s'enfuient. Et pourtant, les frontières sont fermées. Alors, on en parle ou pas? On en parle ou pas du service militaire qui peut durer 40 ans? Mais c'est plus un service militaire si c'est 40 ans. Vous entrez à 18 ans. Vous sortez à 58 ans. Ce n'est pas un service militaire. Ça, c'est faire carrière dans l'armée. Donc, vous imaginez quand on vous dit que le service militaire il est obligatoire pour les hommes et pour les femmes, à partir de 18 ans, et qu'en fait, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps de... Vous ne savez pas combien de temps ça dure. Ça se trouve, vous allez rester toute votre vie dans l'armée, parce qu'ils en auront décidé ainsi. Donc, du coup, vous ne pouvez pas choisir votre carrière professionnelle. C'est la dictature qui choisit ce que vous allez faire. Bienvenue en Érythrée. Barbelés, champs de mines, les soldats tirent sur tout ce qui bouge. Malgré tout, chaque mois, on estime entre 2000 et 4000 le nombre d'Érythréens qui passent les frontières. Une bonne part va en Éthiopie et au Soudan, juste derrière les frontières. 200 000 réfugiés s'y trouveraient dans des camps. Après, certains traversent l'Égypte. Alors, il y a un truc qui n'est pas dit, c'est que l'Érythrée a des milices. Des milices qui sont chargées en fait d'aller chercher les personnes qui se sont enfuies et de les ramener au pays. C'est pour ça qu'en fait, de plus en plus, ils vont essayer de s'éloigner et de quitter le continent africain. Mais oui, ils ont des milices qui traquent et qui ramènent les réfugiés.
l'Égypte et le désert du Sinaï pour tenter de rejoindre Israël. La Dans ce Palestine. pays, ils sont le premier groupe de réfugiés. Mais la grande destination, c'est l'Europe. Pour y arriver, les migrants traversent le Donc en gros, en 2015-2017, en 2024, ouais, le premier groupe de réfugiés en Palestine, c'était donc les Érythréens. Et ça devrait nous dire quelque chose. Aller aussi loin et que ce soit le premier groupe de réfugiés en fait en Palestine et qu'ensuite ça a été aussi avant la guerre, enfin à peu près en même temps, mais guerre en Syrie et en Irak, du coup pareil, il faisait partie des top 3 des populations réfugiées. Soudan, la Libye, marchent pendant des jours dans le désert. En chemin, ils sont souvent rackettés. Enfin, c'est des côtes libyennes qu'ils tentent de traverser la Méditerranée, direction la Sicile, avec les risques qu'on connaît. En 2014, le nombre d'Érythréens arrivés en Italie a triplé par rapport à 2013. Juste après les Syriens, ils sont les réfugiés les plus nombreux à accoster en Italie, presque un quart. Et en l'espace de 10 ans, 350 000 Érythréens auraient quitté leur pays. C'est énorme, 350 000. 350 000 auraient quitté leur pays en 10 ans. On est sur une fuite massive. Mais, alors, le truc, c'est que maintenant, en 2024, il y a une énorme sécheresse. Et donc la pauvreté, etc. Sauf qu'en fait, vraiment, les gens avaient déjà commencé à fuir l'Érythrée, non pas pour des raisons climatiques, ni même pour des raisons économiques, mais bien pour des raisons politiques. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est vraiment énorme. Après, tout est un peu lié, économie et politique, mais la raison principale pour laquelle les gens fuyaient, c'est pour des raisons politiques. C'était surtout pour fuir le service militaire. Mais vu que leur service militaire, il dure 40 ans. Voilà, on se sait. On se sait. Voilà. Parce qu'il y en a plein des pays où le service militaire est obligatoire. Israël, l'État d'Israël, est obligatoire. La Corée du Sud, le service militaire est obligatoire. Vous en avoir plein d'autres où le service militaire est obligatoire. Mais voilà, c'est pas le seul. Sauf qu'en fait, tu le sais pour combien de temps, normalement, tu t'engages. Après, c'est pareil. Soit tu fais partie de la réserve, une fois que tu as fini. Mais voilà, à partir du moment où en plus, surtout qu'on appelle ça le service militaire, on n'appelle même pas ça carrière, tu vois. Donc, il y a quelque chose de très, très, très dérangeant. Alors, j'aimerais qu'on parle du coup de ça. C'est le mondial. Le mondial de 2026. La Coupe du Monde 2026, attention. Mondial 2026, l'Érythrée... Attendez, je vais vous remettre de la musique. Hop. Mondial 2026. Je peux vous mettre l'article. Je vais vous mettre l'article. Donc, Mondial 2026, l'Érythrée se retire des qualifications par crainte de voir fuir ses joueurs. Chaud. Moi, j'ai envie de te dire, quand ton pays ne participe pas à la Coupe du Monde masculine de football, parce qu'en fait, tu te dis que tes joueurs et l'équipe, probablement, va se barrer. Ce qui est arrivé lors de la Coupe du Monde, si je me souviens bien, c'était l'Afrique du Sud. Il y a eu beaucoup de membres de l'équipe, et notamment des footballeurs en fait, érythréens, qui se sont enfuis. Donc ça en dit long. Donc on va les voilous quoi. Donc l'Érythrée a retiré sa sélection masculine des qualifications Afrique pour la Coupe du Monde 2026 le 10 novembre sans donner d'explication. Le quotidien britannique The Guardian révèle lundi que les gouvernements auraient fait pression pour éviter une fuite des joueurs à l'occasion des déplacements. C'est chaud, c'est vraiment chaud. Des supporters du cycliste érythréen Mewadi Kudus agitent un drapeau à la première étape de Giro 2022. Okay. Donc par Romain Wex, j'espère que je prononce pas son nom. La première participation à la Coupe du Monde de football de l'histoire de l'Érythrée
Ce n'est pas pour tout de suite. Le pays de la Corne d'Afrique a décidé de retirer sa sélection masculine des qualifications pour l'édition 2026. D'après le journal britannique The Guardian, l'Érythrée redouterait de voir ses joueurs faire défection lors des matchs à l'étranger. La FIFA et la CAF, donc FIFA, Fédération internationale de football, et CAF, c'est la Coupe d'Afrique, c'est ça? Le football, si je ne me trompe pas. Donc on est bien. On est bien. Confirme que la Fédération de football de l'Érythrée s'est retirée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Ont annoncé la Fédération internationale et l'instance continentale dans un communiqué commun, sans donner davantage d'explications. Suite au retrait de l'Érythrée, le groupe E des éliminatoires de la CAF sera disputé par les 5 équipes restantes, à savoir le Maroc, la Zambie, le Congo, la Tanzanie et le Niger. Le reste du calendrier des matchs du groupe E reste inchangé. Donc The Guardian est parvenu à joindre des sources proches de l'équipe qui ont accepté de s'exprimer sous couvert d'anonymat. Ils font part de leur désarroi face à une décision qu'ils attribuent au gouvernement. Ils sont en train de tuer le football érythréen. C'est déchirant, déclare une des sources. Ah, mais c'est... Pourtant, en plus, généralement, j'ai un adblock. C'est déchirant, déclare une des sources. Ils sont en train de tuer le football érythréen. Il n'est pas facile pour les joueurs de demander une explication. Ils peuvent vous envoyer en prison pour avoir protesté. Vous ne pouvez qu'attendre de voir ce qu'ils décideront. Eritrean football. Ooh. The root if this problem is of this problem is a dictator. Impossible to separate football and politics in Eritrea. Journalists are asking me since yes, what's the problem? Do you know how ashamed I feel all the time to explain the problems? Only nations with problems like this. Hashtag Red Sea Camels. Ok, c'est peut-être le nom de l'équipe, ok. Le régime du président Issaïs Afwerki, en poste depuis 1993. Moi, les gens comme ça, là, qui sont au pouvoir depuis 20 ans, là, pour l'instant, à Museveni, l'Ouganda, là, il est au pouvoir, je n'étais pas encore née. Les gens, je vais avoir 35 ans. Je suis de 89. Quand je vois qu'une personne est en poste depuis avant ma naissance. Pardon. Voilà. Et donc lui, j'étais née, hein, mais 93. Il est président depuis 93. Donc en poste depuis 1993, est considéré comme l'un des plus répressifs du continent. Ce pays africain a déjà fréquemment été écarté des compétitions internationales en raison des défections de ses joueurs lors des rencontres à l'extérieur. D'ailleurs, les équipes hommes et femmes de ce pays ne figurent même plus au classement de la FIFA car elles n'ont pas disputé au moins un match lors des 48 derniers mois. Une crainte qui s'appuie sur l'histoire agitée de la sélection. En 2019, lors du dernier match officiel de la sélection érythréenne, 7 joueurs avaient fait défection pendant le voyage en Ouganda. 10 ans plus tard, 12 joueurs s'étaient enfuis après la coupe de la CECAFA, la Coupe d'Afrique centrale de l'Est et au Kenya. Oh! L'Érythrée n'est pas le seul pays à connaître ce phénomène de fuite de ses talents sportifs. Au Chili, lors des Jeux para-américains, 7 athlètes cubains ont pris la fuite pour demander l'asile. Ok. Alors moi, je me souvenais qu'il y avait eu un truc comme ça, pareil pour... il y avait eu pour les JO, il y avait eu... Du coup, ils n'ont pas participé à la Coupe du Monde en Afrique du Sud, donc c'est moi qui raconte n'importe quoi. Mais du coup, chaud. Déjà en 2019. Et 10 ans plus tôt, du coup en 2009, 12 joueurs s'est enfui. Ah oui. Ah ouais. C'est chaud. C'est chaud. Soutien, bien entendu, à toutes ces personnes qui fuient. Gros soutien. Et du coup, Cuba. Ok, Cuba, régulièrement, ça arrive qu'ils s'enfuient. Ok. On note. Pour des raisons de droit d'auteur, vous ne verrez pas ce react, mais libre à vous de venir nous rejoindre sur Twitch pour le voir.
On est sur de la joie. On est sur de la joie. Là, on est bien. Vous vous sentez bien? C'est pas fini. C'est pas fini. Alors, je vous ai pris un petit article de Reporters sans frontières. C'est pour vous, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Bisous, bisous, tout ça, tout ça. N'hésitez pas à repartager ce live, ce direct à vos proches en disant mais venez découvrir l'Érythrée. Venez découvrir l'Érythrée. Après, au pire, moi je vous conseille aussi la cuisine érythréenne. Oh, la cuisine érythréenne, mais c'est trop bon. C'est, alors, attention, si jamais j'ai ma modo Sam dit qui passe par là, ok? J'ai pas dit que c'était la même chose. J'ai dit que c'était assez similaire. Et que c'est très bon, les deux. Ok? Ok? Moi, je connais qu'une personne érythréenne dans toute ma vie. Donc, c'est pas... Voilà, je suis pas... Voilà, je connais beaucoup plus d'Éthiopiens. C'est trop bon. C'est trop, trop bon. Donc, filez découvrir. Alors... Article de Reporters sans frontières, Érythrée, 20 ans de dictature, 2 décennies sans information. Le 18 septembre 2001, le président érythréen Issaïs Afewerki profitait de la sidération provoquée par les attentats du 11 septembre pour transformer son pays en dictature et interdire tous les médias indépendants du pays. 20 ans plus tard, donc du coup ça date de 2021, cet article, 20 ans plus tard, l'Érythrée demeure un trou noir de l'information. Reporters sans frontières, RSF, demande la libération des journalistes détenus et appelle les pays partenaires de l'Érythrée à faire pression sur le régime d'Asmara. Donc Asmara, capitale de l'Érythrée, je vous le rappelle. Pour mettre fin à 2 décennies de chape de plomb sur l'information. Tous les journaux sont interdits. Vous n'avez pas entendu parler de la radio ? Lorsque Tedros Abraham Tsegaï descend chercher SETI, le journal pour lequel il écrit depuis 1 an et demi, l'un des plus renommés d'Érythrée, la vendeuse lui fait comprendre que cette édition du 18 septembre 2001 à laquelle il a contribué pourrait bien être la dernière. À l'aube, un communiqué a été lu à la radio nationale. Tous les médias indépendants sont désormais interdits. Les responsables politiques qui ont signé une tribune appelant à la mise en œuvre de réformes démocratiques publiées par SETI 3 mois plus tôt sont déjà recherchés, et les journalistes suivront. Lorsque Tedros arrive à la rédaction du journal ce matin-là, la police est déjà sur place. Il ne remettra plus jamais les pieds. Dewi Kissa, l'un des rédacteurs les plus aguerris de ce bi-hebdomadaire, et l'un des mentors de Tedros, est arrêté le 23 septembre. Ce journaliste suédo-érythréen est détenu en secret depuis 20 ans sans avoir été jugé. En 2005, il sera brièvement libéré pendant 2 jours avant d'être de nouveau enlevé à sa famille. Oh, nous avons discuté 1 minute au téléphone, se souvient son frère Essayas. Il voulait venir me voir pour Noël en Suède. C'est la toute dernière fois qu'il lui a parlé. Depuis, les informations se font rares et inquiétantes. En 2010, un ancien gardien de prison qui était parvenu à fuir le pays avait détaillé les conditions de détention atroces auxquelles Dawit et d'autres prisonniers étaient exposés. Ça, c'est ouf quand même. C'est ouf. Le témoignage, c'est un gardien de prison qui a fui le pays. Donc vraiment, tout le monde a la même enseigne, quoi. Tout le monde a la même enseigne. Tu fuis, voilà. Et quel enfer. Absence de visite, chaleur extrême, torture. Oui, mais après, ça t'empêche pas de torturer les gens. Mais après, je veux bien croire qu'il y a cette chose, en fait, qui fait qu'on est... on est matrixé. On est matrixé. Quand tu ne connais que la violence et que ton pays est comme ça, enfin... coucou PH. Du coup, tu vois ça comme la norme jusqu'au bout d'un moment où tu dis, mais en fait, tu n'y arrives plus et que tu essayes de t'enfuir. Donc, voilà. Un ancien gardien de prison. Puis, plus rien, ou presque, jusqu'à une communication publiée il y a 1 mois par le groupe d'experts des Nations Unies sur les disparitions forcées. Disparitions forcées. Ah là là, parce que genre, il y a des gens qui disparaissent, voilà. Coucou Kaby. Donc, voilà. Puis, plus rien ou presque, jusqu'à une communication publiée il y a 1 mois par le groupe d'experts des Nations Unies sur les disparitions forcées indiquant que le journaliste était encore en vie
en septembre 2020, selon le témoignage d'une source qualifiée de crédible. Mais en fait, c'est toujours pareil. En fait, tu as des sources, tu es obligé de toujours cacher leur identité, mais tu n'as jamais en fait, de choses vraiment en fait, directes. Il n'y a vraiment rien ne filtre hors de ce pays, quoi. Parmi la douzaine de journalistes arrêtés en septembre 2001, seuls 3 seraient encore vivants et détenus en secret. En tout, au moins 11 journalistes croupissent dans les geôles du pays, sans accès à un avocat et sans qu'aucun procès ne soit prévu. Et de toute façon, même s'il y avait un procès, franchement, vous croyez vraiment que ça va être un procès équitable, etc. Enfin, non. Les gars, ils ont été arrêtés dans une rafle, comme ça. Une nuit où tout le monde va en quelques jours, enfin non, c'est mort. C'est mort. Donc voilà. Certains sont sans doute détenus dans la prison d'Eiraeiro, un lieu de détention construit spécialement pour les prisonniers d'opinion. Au-dessus de sa salle d'interrogatoire figure cette inscription glaçante. Si vous n'aimez pas le message, tuez le messager. 20 ans après l'instauration de la dictature, l'Érythrée demeure un désert de l'information dans lequel les journalistes ont été systématiquement arrêtés, torturés, contraints de se cacher ou de fuir leur pays, déclare le responsable du bureau Afrique de RSF, Arnaud Froger. Cette situation dramatique, presque unique au monde, résulte d'une politique de prédation continue au mépris de la dignité humaine la plus élémentaire. Nous exhortons les pays partenaires de l'Érythrée à accentuer la pression pour qu'Asmara libère les journalistes qu'elle détient dans des conditions atroces et fournisse au plus vite des preuves de vie de ceux qu'elle maintient en secret depuis 2 décennies. Mais même si tu sors de là, quand tu as été prisonnier politique pendant 20 ans, que tu as fait face à la faim, à la torture, enfin moi je pense que jamais tu peux te réinsérer ou avoir une vie normale, quoi. Alors oui, il faut quand même les libérer, mais j'ose pas imaginer en fait, j'ose pas imaginer ce que ça doit faire. RSF continue à se battre pour obtenir la libération de Dawit Isaak et de tous les journalistes détenus en Érythrée. En octobre 2020, notre organisation a déposé une plainte pour crimes contre l'humanité auprès de la justice suédoise, visant 8 hauts responsables politiques et sécuritaires du régime d'Asmara, dont le président Isais Afewerki, considéré par notre organisation comme un prédateur de l'information. Cette plainte a été rejetée en raison de la difficulté de conduire des investigations et en l'absence de coopération des autorités érythréennes. Des motifs qui ne sont pas acceptables selon RSF. Ça prouve justement que RSF a raison. Ça prouve qu'ils ont raison, que du coup il y a vraiment un souci et qu'il n'y a aucune information qui filtre. Qu'ici on est dans un état dictatorial et qu'on ne peut pas savoir en fait si les gens sont encore en vie ou pas. Des motifs qui ne sont pas acceptables selon RSF si l'on souhaite rendre justice à Dawit Isaak et ne pas laisser impunis 2 décennies de crimes répétés contre le plus ancien journaliste prisonnier du monde. RSF travaille à de nouveaux recours afin que la justice suédoise revienne sur sa décision. L'Érythrée, 180e figure à la toute dernière place du classement mondial de la liberté établi. L'Érythrée est 180e. Figure à la toute dernière place du classement mondial de la liberté de la presse établi par RSF. Du coup, c'est qui l'avant-dernier? C'est Corée du Nord? Attendez, moi j'ai envie d'aller checker. On est 21e quand même, c'est pas cool. 21e. On est bas. Hein. Attends, les États-Unis, ils sont quand même pas avant nous. Alors attendez, moi je vais regarder. Érythrée, Syrie, bon, Afghanistan, Corée du Nord, ok, Corée du Nord, quand même, avant Afghanistan, Syrie, l'Iran, quel enfer. Écoutez, les gens, il faudrait qu'on fasse un truc sur le Vietnam, quoi. C'est-à-dire que le Vietnam, il se passe des choses, quoi. Bon, la Chine, normal. Mais du coup, on parle pas du tout du Turkménistan et du Vietnam, donc c'est peut-être des pays dont il va falloir un peu se poser des questions. Après, je voulais qu'on parle de Djibouti aussi. Je pensais que ça serait le prochain. Enfin, Palestine, dit Israël direct, hein. Parce qu'à Palestine, je vois pas trop en quoi t'as une quelconque liberté. Mais justement, c'est parce qu'ils disent pas Israël, ils disent la Palestine. Non, on les aime bien. Moi, j'aime bien RSF, là. Mais c'est bon, ils sont copains. Ah là là. C'est pas bien classé, ça. Hein. Ah là là. Timor oriental, ok. La Jamaïque, plutôt bien.
Ok, bah écoutez, je note. Et coucou samedi, je te jure que je n'ai pas dit que la cuisine érythréenne était mieux que la cuisine éthiopienne. Je le jure, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, et j'ai pas dit que c'était la même, ok? J'ai dit que c'était assez similaire. Et que les deux étaient excellentes. Que moi j'adore la cuisine érythréenne et éthiopienne. Voilà, je le dis des fois que tu as regardé le replay, voilà, qu'il y ait des gens qui te mentent comme ça, je sais pas, moi je te le dis, ok? Delphia, tu étais là depuis le début, on n'a pas dit ça. Ok? Non, si jamais il y a des gens qui cherchent à créer la bagarre comme ça entre Sam et moi, voilà, je le dis, transparence, on n'a pas dit ça. Voilà, ok, on a dit que c'était très très beau. Pour des raisons de droit d'auteur, vous ne verrez pas ce react, mais libre à vous de venir nous rejoindre sur Twitch pour le voir. Hop, je reviens là. On va vous mettre un petit peu de musique. Alors. Non. Ok. Alors, par Amnesty International, Érythrée, la répression s'étend au-delà des frontières, le 27 juin 2019. Alors que l'Érythrée siège au sein du plus important organe de défense des droits de l'homme, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, des sympathisants et des responsables du gouvernement à l'étranger harcèlent et intimident les défenseurs des droits de l'homme et militants exilés, au seul motif qu'ils critiquent le régime répressif, révèle une autre synthèse qu'Amnesty International publie le 27 juin 2019. Donc c'est quand même une blague. On est... Alors, et là encore, on parle du coup, parce que maintenant c'est politicien à l'extérieur, il faut savoir qu'il y a quand même une veille. Il y a des ambassades, il y a des membres de conseils ou de l'ONU, etc. Mais il y a aussi des milices, des agents de milices, et qui sont envoyés en fait pour rapatrier, tuer ou juste faire taire, menacer les exilés. Donc c'est hyper violent. Intitulée Repression Without Borders, cette synthèse dévoile que les défenseurs des droits humains sont particulièrement exposés au Kenya, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède, en Suède et au Royaume-Uni. Pays où Amnesty International a recensé des attaques imputables à des sympathisants et à des responsables du gouvernement érythréen contre ses détracteurs, notamment Mussi Zerai, prêtre nominé pour le prix Nobel de la paix, et Martin Plot, ancien rédacteur de BBC Africa. Pour de nombreux défenseurs des droits humains, fuir l'Érythrée ne leur a pas apporté beaucoup de répit face à la répression à laquelle ils tentaient d'échapper. Une fuite au cours de laquelle nombre d'entre eux perdent la vie. Ils regardent en permanence derrière eux et surveillent chacun de leurs propos, par peur du gouvernement érythréen qui a le bras long et étend sa répression au-delà des frontières, a déclaré Joanne Nyanyuki, directrice du programme Afrique australe, Corne de l'Afrique et Grand Lac, à Amnesty International. Des sympathisants du parti au pouvoir en Érythrée et des représentants du gouvernement se servent de tous les moyens possibles, menaces de mort, agressions physiques et diffusion de mensonges notamment, pour harceler et intimider ceux qui contestent la politique du gouvernement du pays, du président Issaïs Afwerki, et dénoncent les violations des droits humains. Cette synthèse, qui se penche sur la période allant de 2011 à mai 2019, met aussi en avant le recours aux jeunes militants du parti au pouvoir pour lutter contre les ennemis du pays en Europe et aux États-Unis. Ces jeunes sont chargés d'espionner d'autres Érythréens. En avril dernier, le ministre érythréen de l'information, Yemane Gebremeskel, l'ambassadeur du Japon, et Stéphanos Afewerki et son homologue au Kenya, Beyene Russom, se sont rués sur Twitter pour harceler, intimider et dénigrer les organisateurs et les participants d'une conférence à Londres qui avait pour terme « Construire la démocratie en Érythrée ». Dans un tweet, le ministre Yemane Gebremeskel dénigre les organisateurs comme étant des collaborateurs érythréens, ce qui ne veut rien dire. De tels propos sur Twitter émanant de responsables du gouvernement exposent clairement l'intolérance des autorités vis-à-vis de la dissidence et de la critique de la part de quiconque, partout, lors même que le pays est un membre du Conseil des droits de l'homme à l'ONU, a déclaré Joanne Nyanyuki.
des sympathisants du parti au pouvoir plus que militants. Les sympathisants du parti au pouvoir en Érythrée, le Front populaire pour la démocratie et la justice, le FPDJ, et notamment sa section jeune, le Front populaire des jeunes pour la démocratie et la justice, le FPJDJ sont en première. Eh, c'est trop long là. C'est trop long. On dirait le Conseil des sages pour la démocratie et le respect de la laïcité en France. Ah là là. Alors, se prononçant sur une affaire de diffamation à Amsterdam, un tribunal néerlandais a statué ainsi en février 2016 que le FPJDJ reçoit des instructions du FPDJ, que le FPJDJ jouit du soutien du régime Afwerki au niveau de son objectif et que les membres du FPJDJ agissent à titre d'informateurs pour les ambassadeurs du régime en Érythrée. Le FPJDJ peut ainsi à ce stade être qualifié d'extension d'un régime dictatorial. Ah ouais. Ah ouais. Wintayemane, née en Italie et désireuse de se reconnecter à ses origines érythréennes, a rejoint la section jeune lorsqu'elle était au lycée et participé à leur conférence annuelle de 2011 à Oslo, en Norvège. Lorsqu'elle a exprimé ses souhaits concernant la constitution, les droits humains et une justice indépendante dans le pays, elle s'est rapidement retrouvée à contre-courant des hauts représentants du gouvernement assistant à cette conférence. Ils m'ont dit que j'étais une victime de la désinformation orchestrée par la propagande occidentale et les ennemis de l'Érythrée. Ils ont ajouté que mes commentaires n'ont pas de poids parce que je suis mineure. 3 des organisateurs ont même menacé de m'expulser de la conférence, a-t-elle raconté à Amnesty International. Une fois rentrée chez elle à Milan, elle a été suivie pendant plusieurs semaines, a reçu des appels de menaces émanant de numéros inconnus et a été la cible d'une campagne de diffamation sur les réseaux sociaux. Mais what? La gamine, elle est mineure. Parmi les autres érythréens de la diaspora figure Daniel Mekonnen, directeur de l'association des avocats érythréens en exil, et le père Mussi Zerai, prêtre catholique nominé pour le prix Nobel de la paix en 2015, pour son travail avec les migrants. Eux aussi ont déclaré s'être retrouvés du mauvais côté des sympathisants du parti au pouvoir et avoir subi harcèlement et attaques. Toutefois, ce traitement n'est pas réservé aux Érythréens. Le 30 novembre 2018, l'ancien rédacteur de BBC Africa, Martin Plaut, a été attiré dans un piège lors d'une rencontre avec une source érythréenne à la British Library à Londres. Il a alors été aspergé d'un seau rempli de liquide en raison de son travail journalistique sur les droits humains dans le pays et traité de traître. L'ambassadeur érythréen au Japon, Estefanos Afewerki, s'est par la suite félicité de cet acte sur Twitter. Ah ouais. Mais t'imagines, le gars, il est ambassadeur au Japon et il est là. Je sais pour toi ce qui t'est arrivé à Londres. Mais ça en dit long. Ça en dit long sur la vilainie du régime, quoi. Nairobi, subversif terroriste. À Nairobi en 2013, à la suite d'une initiative visant à créer et à enregistrer une organisation civique de la diaspora érythréenne pour l'Afrique de l'Est, EDEA, l'ambassade érythréenne a annulé le passeport érythréen du président et cofondateur Hussein Osman Said et l'a fait arrêter au Soudan du Sud en alléguant qu'il s'agissait d'un terroriste œuvrant à saboter le gouvernement érythréen. Oh, mais non, mais il n'y a pas de diaspora, ok? Ils sont tous en Érythrée. Ils sont en Érythrée. Ceux qui sont sortis sont des traîtres, ce ne sont pas des Érythréens. Il n'y a pas de diaspora. Les responsables de l'EDEA ont déclaré que lorsqu'ils ont tenté de fonder l'organisation en février 2015, 2 personnes se présentant comme des agents du service national de renseignement du Kenya leur ont ordonné de stopper leur démarche, affirmant détenir des renseignements selon lesquels l'EDEA était fondée pour renverser le gouvernement érythréen. En 2017, on a constaté allégations sans fondement contre les activités prévues par des Érythréens au Kenya. L'ambassade érythréenne a écrit au bureau des Nations Unies à Nairobi, affirmant que 13 invités d'une exposition d'art étaient subversifs. Le bureau a alors interdit aux 13 personnes concernées d'entrer dans le complexe de l'ONU à Gigéré où se déroulait l'exposition. Que l'Érythrée utilise ses ambassades à l'étranger pour harceler et réprimer ses dictateurs ne saurait être toléré, a conclu Johan Nyanyuki. On est bien. Moi, je trouve qu'on est bien. Je trouve qu'on est très bien. Écoutez, on vous encourage très fortement. On a fait quasiment tous les génocides là qui sont en cours. On a vu la République démocratique du Congo, on a vu le Soudan,
On a vu le Tigré, là on a vu l'Érythrée. Moi j'aimerais qu'ensuite on voie Djibouti et le Sud-Soudan. Et on verra. Mais voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à repartager ce replay, ce live, pour que les gens apprennent ce qui se passe en Érythrée et qu'on puisse soutenir du coup toutes ces personnes qui ont fui et qui tentent encore de survivre hors de ce pays. Voilà.